dit, mais comment finalement ces chercheurs dont vous faites partie peuvent arriver à des certitudes un jour sur des lieux comme ça qui remontent à des siècles et des siècles? Eh bien, il y a de nouveaux moyens scientifiques, vous le savez, notamment le carbone 14, qui permet donc de dater. C'est comme ça qu'on a réussi à dater la Troie de la guerre de Troie, hein, qui se trouve donc en Turquie actuellement, et on avait retrouvé plusieurs niveaux. Et donc le niveau qui correspondait à la ville de Priam, eh bien on l'a retrouvé grâce au carbone 14. Et puis aussi il y a évidemment toutes les autres techniques scientifiques qui nous permettent, alors là quand on trouve des ossements par exemple, d'étudier l'ossement, d'en faire des prélèvements, de les passer, de faire des recherches d'ADN, et puis là, de savoir à quelle époque, que ce soit des ossements humains ou des ossements d'animaux, savoir donc à quelle période ces gens ont vécu finalement. Voilà, donc on a tout de suite une date. Oui, mais là on voit bien qu'il y a beaucoup de tâtonnements, il n'y a pas toujours ça, et c'est peut-être aussi ça qui fait le plaisir de la recherche, je sais pas. Oui, le plaisir c'est ça, c'est le mystère, c'est le mystère. Il y a un mystère, et après on fait une enquête policière. Et puis il y a des manières, bon là par exemple on a vu un mur, il y a des manières de construire les murs à différentes époques, on les connaît, donc évidemment là c'est déjà peut-être plus immédiat que certaines recherches. Alors, est-ce que vous avez été, vous, votre passion c'est l'Antiquité, mais cette histoire française, pourquoi finalement cette attirance comme ça un jour pour ces civilisations-là? Et on voit bien que vous pourriez faire des fouilles en France. Et non, ça vous a jamais attiré? Ah, mais en France, j'ai participé à des fouilles, du moins en tant qu'historienne, parce que vous savez, quand une équipe se trouve dans un lieu, que ce soit Alésia ou autre, eh bien, en général, vous cherchez pas à la supplanter ou à vous incorporer forcément, mais vous venez en tant qu'historien et puis on s'entend très bien et dans ces cas-là, on peut tout à fait participer. Moi, par exemple, pour vous donner vraiment... quand on était à Marseille, enfin moi j'avais été à Marseille et il y avait des fouilles sous-marines. Il y a souvent des fouilles sous-marines. On trouve au large de Cassis beaucoup de bateaux qui transportaient des amphores ou autres et qui venaient soit du bassin méditerranéen, soit de la Grèce, soit d'Égypte et autres. Donc quelquefois je pars d'un endroit et j'arrive chez nous. Vous m'offrez une transition, je vous coupe parce que vous m'offrez une transition sur un plateau qui n'était pas voulu, mais c'est super parce que vous parlez de Marseille, de fouilles sous-marines et justement, moi je vous propose de partir du côté de la plage des Catalans puisque là, à 12 mètres de fond, eh bien, des trésors datant de la période grecque font le bonheur des plongeurs archéologues. Regardez. À 12 mètres de fond, tout près de la digue des Catalans, la mer cache un véritable trésor archéologique. Un trésor qui remonte à la période grecque de Marseille. Des vestiges vieux de 24 siècles qui font surgir à la surface une mémoire oubliée. Des céramiques, des fragments de colonnades, des mouillages en pierre et surtout un buste d'Apollon en marbre. Une statue trouvée par ce plongeur, Pierre Giustiniani, une découverte majeure pour les archéologues. Je pense que pour un plongeur, c'est un des plus grands bonheurs. Parce qu'en plus, c'est une pièce qui est quand même relativement rare. Donc on peut trouver des amphores, il y en a encore quand même dans la région. Mais ça, c'est vraiment une pièce unique. Marseille est la plus ancienne cité de Méditerranée occidentale. Pourtant, ici, les traces laissées par l'Antiquité sont peu nombreuses, en particulier celles de la période grecque. Cette campagne de fouilles, cofinancée par l'État et la ville de Marseille, a permis de reconstituer toute une période méconnue de la cité phocéenne. Et ce n'est qu'un début. Alors, quand on voit la superficie en nombre d'hectares, je dirais, en mer de ce site, le nombre d'éléments de blocs qui apparaissent à la surface du sédiment, au moins une centaine pour l'instant, et d'autres qui sont encore partiellement enfouis ou complètement enfouis, on peut considérer qu'une vraie partie, une bonne partie du tissu urbain de la ville est encore enfouie sous les Posidonies et qu'il va falloir plusieurs campagnes pour en arriver au bout. Cette première campagne de fouilles de l'archéonaute est bientôt terminée, mais d'autres vont suivre. Sous l'eau, à quelques centaines de mètres de la plage, se trouvent des restes de temples ou de théâtres grecs et peut-être d'autres statues. Le site des Catalans n'a pas encore livré tous ses secrets. On voit bien en écoutant le monsieur dans le reportage qui dit, il parle du magie de la découverte. On sent bien que ça doit être... Oui, mais on découvre très souvent. C'est ce qui nous encourage aussi. Hein. Mais je vais vous donner un exemple par rapport aux épaves, parce que c'est vrai que donc, ce qui nous a amené un petit peu à nous intéresser aux fouilles sous-marines, c'est donc les transports, bien sûr, qui étaient faits dans l'Antiquité. Et bon, pour l'anecdote, récemment, on a retrouvé du vin égyptien, du vin dans des caves en Égypte, qui provenait
d'Italie et qui provenaient de la Gaule, ce qui est quand même très très étonnant. Pour l'époque alexandrine, ça ne l'est pas, c'est l'époque de Cléopâtre. Donc on peut imaginer que Cléopâtre buvait du vin gaulois et qu'apparemment elle l'appréciait. Bon, et donc après, donc ces amphores, on suit leur acheminement. Alors on sait où la Gaule vendait, où Marseille par exemple vendait son vin, que ce soit en Italie, que ce soit en Égypte, que ce soit à Chypre, puisqu'on a retrouvé effectivement dans ces transports, dans ces moyens de transport, des amphores qui quelquefois étaient encore bouchés et avec le nom du propriétaire, la provenance et tout. Donc c'est exactement comme la mise en bouteille aujourd'hui, on procédait de la même façon. Mais moi, ce que je me dis, quand ça vous est arrivé, vous trouvez quelque chose que vous cherchez depuis un moment, qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là? Ben, écoutez, moi je vais vous dire, je suis beaucoup plus impressionnée. Par exemple, je trouverais le trésor de Toutankhamon, enfin l'équivalent du trésor de Toutankhamon, je serais sans doute moins impressionnée que par la découverte d'inscriptions, que je trouve et qui me permet d'avancer dans l'histoire. Très souvent, je suis beaucoup plus intéressée par ça. Si vous voulez, quand j'ai reconstitué la vie de Toutankhamon, d'Aï ou bien d'Hatchepsout. Bon, il est évident qu'on ne savait pas grand-chose sur les personnages. On connaît leur nom, on ne connaît pas leur vie. Et là, c'est un puzzle, c'est une enquête policière, comme vous le disiez, qui se met en place. Et quand on trouve un élément, on est content. Ce n'est pas forcément un bel objet, c'est une inscription quelquefois.